Alors bonjour à tous pour cette présentation sur les agents IA. Cette révolution de l'IA passera notamment par ces agents et cette agentivité. Une agentivité qui est dans la mode de la bouche, dans la mode de tous les géants de la tech, hein. More agentic capabilities, An AI agent, agentic workflows, agentic. Bref, on entend peut-être un petit peu trop ce terme d'agent, mais globalement, si on s'intéresse à d'autres acteurs, hein, comme Sequoia Capital, qui est le fonds qui a fait émerger le plus de licornes dans le monde, le mois dernier, il faisait deux prédictions. Une première prédiction que la prochaine horde de licornes qui sont en train d'arriver seront agent first, c'est-à-dire construits à partir d'agents. Et ils font une deuxième prédiction encore plus intéressante, c'est cette idée que la prochaine licorne n'aura qu'un seul salarié. Et ce monde des agents a déjà commencé, hein. La plus belle représentation, on va dire, c'est lorsqu'on parle de vibe coding, cette idée d'utiliser ces agents pour coder à notre place. Si on regarde juste la vidéo de OpenAI Codex qui est sortie le mois dernier, qui présente un peu l'off-vibe coding d'OpenAI, il y a ça qui est intéressant, c'est que vous voyez avec quelqu'un qui code depuis son téléphone. Et puis ça envoie ses tâches sur votre main, sur GitHub, etc. Donc cette idée, alors je sais pas si on appelle ça encore un développeur, mais en tout cas de décharger, et le développement se fait en background. Donc le vibe coding, on peut y croire ou pas, mais en tout cas il y a déjà des gens qui achètent, hein, quand on voit le succès de Cursor, qui a fait quand on regarde les chiffres, hein, sur Cursor, on a en 2 ans atteint déjà 500 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, ce qui est un succès considérable. Alors Cursor ne fait pas que du vibe coding, hein, il fait aussi de l'assistant de code, hein, mais on voit clairement qu'il se passe quelque chose dans l'utilisation de ces agents. Alors, comment on en est arrivé là? Au début, on était sur ce LLM simple, hein, qui est devenu vraiment connu depuis ChatGPT en 3 ans. On l'utilisait pour résumer, traduire, classifier. Puis on s'est mis à l'augmenter, donc notamment à le connecter à notre contexte. Donc c'est là le succès de ces projets RAG. Puis rentre dans l'idée de créer des workflows, c'est-à-dire de faire rentrer ces LLM dans des pipelines avec plus ou moins d'utilisation de ces LLM. Et est arrivé ce qu'on va appeler les agents IA avec cette notion d'autonomie sur le parcours que va faire, le process que va faire notre traitement. Globalement, on commence à parler d'agentivité à partir du moment où on a augmenté, connecté tout ça, les workflows et les agents IA. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire 3 premières parties sur ces différentes phases, qui est la brique essentielle qui est le LLM augmenté, ensuite la construction de workflow et comment on en arrive à ces agents et cette autonomie. Et je terminerai par une partie sur, en pratique, comment on construit tout ça, quand est-ce qu'on en a besoin et comment on construit tout ça. Donc c'est parti pour la première partie. Une première partie sur le LLM augmenté, cette brique essentielle du système agentique. Ce qu'on voit, c'est que, comme je vous l'ai évoqué, ça a commencé par le RAG, hein, ce Retrieval Augmented Generation, l'idée de on ajoute du contexte, des données, etc. Il y a plein de documents là-dessus, hein, c'est intéressant. Bref, on a ajouté quelque chose, on l'a augmenté, ce LLM. Alors bien évidemment, on l'a augmenté pas que de contenu qu'on appelle souvent Retrieval, mais on l'a connecté à des outils, on a commencé à lui introduire la notion de mémoire, avec de sauvegarder ça dans des bases de données. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, et c'est essentiel. Bon, globalement, on a commencé à complexifier tout ça en rajoutant énormément de sources de documents, d'outils. Donc, je commence à introduire des concepts qui ont émergé, notamment... comme j'ai dit, ça s'est complexifié parce qu'on a créé plein de dépendances, et donc on a fait émerger des concepts comme MCP, qui veut dire Model Context Protocol. Cette idée de... Oula, jusqu'à présent, il y avait trop de liens, et chaque lien, il faut les maintenir, etc. Donc on va créer un standard, où dans l'idée, mon LLM va se connecter à MCP, et c'est indépendamment du LLM qu'on va exposer nos services. Alors, avec MCP, ça marche plutôt comme ça, hein, c'est-à-dire qu'on crée des serveurs, MCP serveurs, qui exposent des services selon un standard, et exposés pour notre LLM. Donc ça, c'était le LLM augmenté, très rapidement. La brique essentielle. Le deuxième sujet, c'est qu'on a commencé à orchestrer tout ça. L'orchestration est notamment la création de ce qu'on appelle des agentic workflows. Alors, je vous donne un exemple. Je ne vais pas défendre la réalisation de ce cas d'usage, je ne pense pas que ce soit le meilleur, et je ne le considérerais pas même pour des questions éthiques, mais si je recrute pour un poste d'AI engineer,
et que je reçois trop de CV, c'est un cas d'usage qui est souvent fait dans les services RH, j'ai besoin de filtrer. Si on utilise les LLM, dans un workflow, ça se passerait comme ça. J'ai le CV d'Alice, je vais utiliser un prompt. Est-ce que le profil correspond au métier de AI Engineer? Bon, je peux mettre des choses un peu plus complexes. Et puis vous mettez une gate. Si c'est non, bah, on arrête là le process. Si oui, on continue. Et puis vous pouvez rajouter des choses comme je vais vérifier qu'elle a bien fait du Python, oui, non, etc. Et à la fin, si c'est bon, fais un résumé des points forts et tu me génères un mail, et puis on pourrait tout à fait faire un autre pour faire appel à Gmail, etc., pour envoyer ce mail. Bref, ça c'est un workflow, directement, c'est un exemple d'un workflow, parmi d'autres. Je cite ce papier qu'on a tendance à dire fondateur d'Anthropic, qui est sorti en décembre, qui définit un petit peu ces agents et notamment ces workflows. Donc celui qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle du prompt chaining, cette idée de je fais plein de pipelines, je fais un pipeline, ça marche très bien quand on est capable de décomposer en plein de sous-tâches. Et vous verrez que vous avez plein de process que vous êtes capable de décomposer dans plein de sous-tâches. Donc comme je l'ai évoqué, il y en a plein, le routing, on va utiliser la capacité du LLM à dire tiens, mais en fait on va passer dans ce pipeline-là, non, on va passer dans celui-là, par exemple si je recrutais des AI engineers, des data engineers, etc., le process serait différent. Et vous en avez d'autres, par exemple, celui qui m'intéresse, là, les evaluators, l'idée on va peut-être commencer à créer un lien unidirectionnel où on peut revenir en arrière. Et là, vous avez des workflows, notamment on parle souvent de ça dans l'Agentic RAG. On va créer un workflow, on va dire, tiens, tu fais un RAG, ça répond à la question, et il y a un LLM qui évalue, ou si la réponse n'est pas bonne, peut-être qu'on va revenir en arrière, on lui dit, tu refais le principe du RAG avec d'autres paramètres. Et on commence à créer un petit peu cette notion d'autonomie, mais ce n'en est que le début, et c'est ce qui va m'amener à justement ces agents IA, avec cette notion d'autonomie. Alors il y a plein de définitions, d'agents, on va le voir. On s'est inspiré des définitions d'agents IA des grands acteurs de la tech du moment, parce que chacun l'a publié entre Anthropic, Google, OpenAI, Hugging Face, et on essaie de repérer les choses importantes qui en ressortent. Donc, le premier point, c'est l'autonomie. C'est un système autonome. Donc il y a cette notion de savoir quand est-ce qu'on s'arrête. Il y a cette notion de piloter par un modèle d'intelligence artificielle, alors c'est souvent un LLM, qui aura des capacités de raisonnement, de planification, on pourra revenir là-dessus si vous voulez lors des questions, et qui pourra interagir avec son environnement, donc il y a une notion d'environnement, et ensuite, pour atteindre un objectif donné, donc il y a une notion de lien avec l'humain, de lien avec l'humain. Donc, ça c'est la vision. Pour certains, ça rappelle directement ce qu'on avait tendance à décrire lorsqu'on parlait d'un agent dans le cadre d'un apprentissage par renforcement, parce que c'est très proche, sauf qu'il y a peut-être la notion de reward qui est plus mise en avant, mais c'est cette notion d'un agent qui va agir dans son environnement, qui va lui donner un feedback. Bref, ce que je veux que vous voyez avec moi ce matin, c'est quels sont les composants principaux de ces agents IA. Si je remets le graphique de la définition d'un agent, alors maintenant je parle plus d'ALLM, je vais appeler ça un agent directement. Donc comme j'ai dit, il interagit avec son environnement via des actions, etc., qui lui donnent des résultats, des feedbacks, des observations. Et il y a un lien avec l'utilisateur, comme on a vu, l'agent peut lui donner du contenu, et l'utilisateur peut lui fournir aussi du contenu. Bref, ça c'est le schéma de l'agent. Il y a un des composants principaux, c'est le modèle, c'est le fameux LLM, ou ça peut être d'autres, mais le fameux LLM, donc, qui est un composant très important. Le deuxième, c'est les outils disponibles dans l'environnement. Et enfin, c'est le dernier, qui est considéré par certains comme le plus important, c'est l'orchestration. L'orchestration, cette idée-là, c'est qu'est-ce qui va se passer ici, tout autour. Et donc, ces trois composants, c'est ce qu'on va essayer de voir, le modèle, les outils et l'orchestration. Le premier, les modèles. Donc, les modèles, il faut se dire que on les utilise dans le cadre d'agents, d'un système agentique. Donc on va se poser des questions, quel est le meilleur modèle à utiliser pour un système agentique? Tous les modèles ne sont pas adaptés à ça. C'est pour ça que, par exemple, un leaderboard était sorti il y a 3 mois, je crois, sur Hugging Face, un leaderboard pour classer les LLM dans leur capacité à être utiles pour des agents. Donc on va regarder leur capacité de raisonnement, de planification, leur capacité à interagir avec l'environnement, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on peut tout à fait regarder... le LLM va faire des appels à des outils. Souvent, pendant 2 ans, on a fait appel à ce qu'on appelle du function calling.
Là, ce qui est à la mode, c'est MCP, donc peut-être qu'on va adapter ces LLM à s'entraîner sur du MCP. J'ai un collègue à Octo qui a créé une librairie justement pour optimiser cet entraînement de modèles, pour mieux gérer l'environnement, donc je l'ai mis ici. Quelles sont ses gestions de contexte, ses souverainetés, et surtout son coût, la taille, parce que un agent IA, on va le voir, peut avoir une consommation en token et donc un coût très très important. Deuxième point, les outils. Les outils, je ne vais pas trop en parler parce que j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. C'est bien évidemment comment j'expose les informations, les actions possibles à mon environnement, de mon environnement à ce LLM. MCP Server est quelque chose qui semble bien fonctionner et qui semble émerger. Donc il y a cette notion d'outil à regarder. Et je veux passer du temps sur l'orchestration. Alors Google, lui, évoquait cette architecture cognitive, en gros, comment les agents opèrent. C'est quelque chose d'assez important, et donc il y a plein de sous-composants. Le premier, ça va être cette boucle ce qu'on appelle la boucle de raisonnement, et notamment cette capacité à planifier. Donc on a plein de méthodologies pour aider les LLM là-dedans, des choses qui commencent à être connues comme la chaîne de pensée, etc. On va également avoir une notion on va parler de framework pour organiser tout ça. On entend souvent parler de prompt engineering framework, et un des plus connus, c'est React, pour Reason and Acting. Je vous donne juste l'exemple, comme ça vous permet de comprendre. Si je prends ce framework-là et que je veux réserver un vol d'avion, mon premier prompt, ça va être voilà, je veux réserver un vol. Alors il y aura le prompt system qui sera rajouté devant, mais dont l'objectif, c'est qu'il va me sortir ça. On l'écrit dans le framework pour qu'il sorte ça, c'est-à-dire tu dois décrire un peu ta tâche, ce que tu veux faire et les actions que tu veux faire. Donc les actions, ça va être faire appel à l'outil des vols, et voici ce que tu vas mettre comme contenu en input. Et ensuite, l'orchestration va faire qu'on va refaire appel à notre LLM, sauf que cette fois, on va lui donner ce texte-là, en lui disant, tiens, ah oui, je veux réserver un vol, au fait, voici les observations que j'ai eues jusqu'à présent, j'ai réagi comme ça, voici à cet appel-là, voici l'observation que j'ai eue. Et du coup, à partir de là, le modèle, pour son deuxième appel, va peut-être nous mettre un final answer, ce fameux final answer qui fait que s'il y a un final answer, je vais envoyer le texte directement à l'utilisateur. Donc bon, ça c'est l'idée d'un framework pour, ça vous cache un petit peu ce qui se passe derrière, mais ça permet de faire des appels à des applications, à des outils derrière, et il y a un moment où on sait quand est-ce qu'il faut répondre. Autre sous-composant, c'est la mémoire. La mémoire, c'est une partie très importante. Je vous mets des schémas de langue graph ou de langue graph que je trouve intéressants. Jusqu'à présent, on a eu tendance à regarder ce qu'on appelle de la mémoire court terme, où en fait, vous avez la mémoire de votre conversation. Vous dites bonjour, ça va, et si vous dites ça va et vous dites ça va pas, et qu'après vous continuez, dans l'historique de la conversation, il y a cette information que ça ne va pas. Donc, ça, c'est la mémoire court terme. Ensuite, vous avez la mémoire long terme, où l'idée, c'est qu'on va sauvegarder ces informations au fur et à mesure dans une base de données. Et comme ça, on peut avoir beaucoup plus d'historique, du multi-conversation, etc. Et je vous donne un exemple que j'aime beaucoup, qui est aussi dans l'Angraph, c'est cette idée en fait, dans cette base de données, on peut sauvegarder des profils. Et donc, au début, je sais que c'est Tom, je n'ai pas son âge et je n'ai pas ses amis, ou j'en ai qu'un seul. Mais au fur et à mesure des conversations, j'ai un process qui va updater. Tout d'un coup, j'ai vu qu'il m'a dit sa date de naissance ou son âge, donc je stocke son âge et ses nouveaux amis. Et donc, vous avez un profil qui s'adapte. Ça, c'est le principe de la mémoire qui est sauvegardée, qui est optimisée. C'est assez passionnant. Et pour les agents, c'est très important. Et enfin, il y a encore un autre sous-composant qui est très important, c'est comment je vais faire appel à cet environnement. On parle souvent d'action spaces, donc l'espace des actions qui sont possiblement utilisables par mon LLM ou mon agent. Et donc, comment j'en arrive là? Je vous mets juste une slide pour vous donner un exemple des réflexions qui sont en cours et pourquoi ça a évolué. Vous avez Kodak qui est sorti l'année dernière, pardon. Si je pose un prompt vraiment très simple, combien font 1 plus 2 ? Jusqu'à présent, on avait tendance à faire ce qu'on appelle du tool calling, où on allait générer un JSON. On disait au LLM, en gros, de générer un texte qui amenait à un JSON, qui allait me dire, il faut utiliser l'outil d'addition avec ces arguments. Et après, je fais appel à une API ou à une fonction, et puis ça me donne 3, puis je le récupère dans le prompt, et on peut utiliser le React de tout à l'heure qui me ferait un final answer. Alors qu'avec Kodak, au lieu de générer un JSON, on va générer du code. Donc,
le LLM va générer une fonction Python qui écrit result égale add de 1 plus 2, enfin 1 et 2, et puis après un print the sum is, etc. Et donc du coup, là on fait pas appel à une API externe, on va lancer une sandbox qui va exécuter ce code et qui va générer ce print, et qui va être amené là. Ça a un avantage, ce qu'on voit dans beaucoup d'études, c'est que les LLM génèrent tellement bien du code que c'est assez efficace et on peut faire des milliers d'appels de façon plus optimisée. Donc ça permet d'optimiser le lien entre le LLM et les actions. Et enfin, dernier point, dernier sous-composant qui est important, c'est le rôle de l'humain là-dedans. Donc on parle souvent de human in the loop. Donc il y a plein de sujets. Je vous mets quelques graphiques de LangGraph pour vous donner une idée. Souvent on va mettre, si c'est dans le workflow ou autre, directement, voici le rôle de l'humain. Il doit approuver ou rejeter un node, un pipeline. Celui on l'utilise le plus souvent, c'est pour vérifier que c'est bon d'appeler cet outil. Donc en fait, le LM va dire tiens, il fallait appeler cet outil ou lancer ce code, et en fait on oblige à l'humain de vérifier avant chaque appel parce qu'on sait qu'il y a des problèmes, bien évidemment, de sécurité ou d'enjeux métiers importants. Donc voilà. Donc maintenant, on va se poser la question de quand est-ce qu'on va mettre ce niveau d'agentivité dans nos process, etc. Et je reprends des travaux d'Anthropic sur tout ça, où il pose l'idée de quand est-ce qu'on a besoin d'agents. Il faut se poser la question sur plusieurs points, notamment la complexité. Si c'est complexe, ça a un intérêt. Si c'est très peu complexe, autant rester sur un workflow, par exemple. Si ça a beaucoup de valeur, parce qu'un agent, ça peut coûter cher, des agents IA, ça peut coûter très cher, donc il faut qu'il y ait une valeur à réaliser cette tâche avec des agents. La faisabilité technique, parce que bien évidemment, si c'est pas faisable techniquement, on peut pas aller plus loin. Et le coût de l'erreur. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure dans ce fameux Human in the Loop, c'est que si ça peut appeler un avion qui vous coûte $5000, etc., il faut que cette action, ça veut dire qu'il y a un coût à l'erreur. Et donc, si le coût à l'erreur est faible, c'est plus intéressant pour faire des agents. Et je vous mets ça parce que ce qu'on voit, c'est que le coding, et notamment cette émanation qui est le vibe coding, on voit que c'est parfait pour les agents. Parce que c'est une tâche très complexe. Depuis d'un document, être capable de construire une application complète, en vrai, c'est quand même une tâche assez complexe. Ça a une valeur assez importante. Ça se voit dans ce que les gens sont prêts à payer, les développeurs qui sont prêts à payer à des tarifs assez élevés. Ça coûte cher, mais on sait que ça a de la valeur d'avoir une application, un SaaS, etc. Les modèles sont bons à coder, donc ça a une faisabilité technique. Ils sont de plus en plus efficaces à générer du code. Et le coût de l'erreur, on arrive à le normer parce que l'output de ces modèles, c'est du code, et vous savez que dans du code, on est capable de créer avec plus ou moins de rigueur des tests, etc., pour essayer de normer, en tout cas de réduire le coût de l'erreur. Donc le coding est adapté à tout ça. Par contre, il faut mettre à jour ce tableau. Sur la faisabilité technique, parce qu'on voit de plus en plus de graphiques qui montrent que ces agents, notre capacité des modèles à réaliser des tâches s'améliore grandement. Donc la faisabilité technique, va falloir la mettre à jour. Parce qu'il y en a un c'est des travaux assez intéressants qui montrent que tous les 7 mois, on arrive à multiplier à peu près nos capacités les tâches, la complexité des tâches qu'on est capable de réaliser. Et à côté aussi, le coût diminue. Ce qu'on voit, c'est ce que vous voyez ici, c'est que le coût, par exemple, d'un équivalent GPT-4 a été diminué par 1000 en 1 an et demi. Donc la valeur à partir de quand on va se mettre à faire des agents, va évoluer aussi. Maintenant, si on y va, comment on y va? En 2 points, alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 1001 façons de coder ou de construire un agent. Il y a plein de possibilités. Alors c'est pas une liste exhaustive des outils, je le conçois, c'est d'outils ou de frameworks, entre du no-code et du full-code, etc. Pourquoi il y en a plein? C'est parce que les agents, c'est très simple. Ça, c'est un graphique d'Anthropic, mais en fait, il suffit juste d'instancier un environnement, d'ajouter des outils, puis de mettre l'objectif de l'humain. Et puis après, c'est une boucle, puis je lance des tâches, et puis jusqu'à un certain... Je m'arrête à un moment, ça c'est à définir, mais c'est assez simple à construire. Et du coup, on arrive dans des domaines, on l'a vu dans le coding, finalement l'environnement, c'est le terminal, etc. Les outils qu'on peut faire, le système, c'est un coding assistant.
Pour la recherche, c'est juste que tu as le droit de rechercher en ligne, rechercher en local, et puis tu as un assistant de recherche. Il y en a un qui est très connu aussi, c'est le computer use. C'est cette idée de je te laisse. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux cliquer sur mon écran, tu peux prendre des screenshots. Et j'ai dit, par exemple, tu utilises une machine virtuelle Ubuntu, et je pourrais du coup tout à fait lui dire, tiens, tu te connectes au site des impôts, et tu vas remplir mes impôts. Et c'est juste, il va prendre des screenshots et il va dire, ah, au vu de l'interface, qui est très bien faite, je pense qu'il faut que je clique là, etc. Donc ça, c'est des exemples où les agents IA fonctionnent, et il suffit juste de définir cet environnement, ces outils et ces prompts. Donc comme vous voyez, ça peut être simple, enfin il y a plein d'outils, et ça peut être simple parce que, et j'aimais bien ça dans les frameworks plutôt full code à droite, vous avez la communication de Small Agents, qui est la solution proposée par Hugging Face. Ils communiquaient en mode, on est très, très petit dans un sens où on n'a que 10 000 lignes de code pour gérer tous ces agents, comparé à d'autres, parce qu'il y a cet intérêt de simplicité, parce que les agents, finalement, la complexité, elle est ailleurs, elle est dans le LLM, elle est dans les outils, etc. Et je voudrais juste que vous posiez cette question-là, c'est que, effectivement, on se pose la question de qui les construit, ces agents. Donc, notamment, est-ce qu'il faut plutôt faire du no-code, du full-code, et à qui ça s'adresse, par contre. À qui ça s'adresse, ça, faut que vous l'ayez en tête. Vous construisez en interne, ok, mais si vous exposez vos solutions, vos agents vers l'externe, à des clients, à des customers que vous ne maîtrisez pas, il y a un gros risque. Il y a un gros risque parce que faut faire attention à ce que vous exposez. Ça vous donne des grandes responsabilités. En donnant accès à plein d'outils, vous donnez des grandes responsabilités à ces agents, et donc derrière, vous avez plein de problèmes et qui nécessitent d'avoir une certaine confiance. Et donc, pour avoir cette confiance, vous devez investir sur 2 points, l'évaluation et la sécurité. L'évaluation, je vous mets juste une slide de Langchain qui est sortie il y a 2-3 semaines parce que je l'aime bien. Elle introduit un nouveau concept, notamment pour les agents. Je vous ai parlé, j'ai fait une vidéo sur l'évaluation des projets RAG, donc c'est assez proche. On parle souvent de 2 types d'évaluation qui sont offline et online. Offline, ça va être, je mets des datasets d'évaluation et je fais des scoreurs de performance, etc., que je peux lancer en batch le soir, tous les mois, pour avoir une notion de la qualité des résultats. L'online evaluation, c'est plutôt, on va utiliser les données de prod, d'utilisation, on peut utiliser les feedbacks, on peut voir un petit peu les temps de latence, etc. Donc c'est d'autres types d'évaluation. Et Langchain introduit un nouveau concept qui s'appelle In the Loop, donc un peu l'évaluation à la volée, dans une phase qu'on va appeler de design. Et en fait, c'est cette notion que vous avez vue tout à l'heure, que j'ai évoquée rapidement tout à l'heure. Par exemple, si dans votre workflow, vous rajoutez un évaluator, en fait, c'est cette idée dans le workflow, dans l'agent, je rajoute des LLM pour évaluer, qui, lors du process, qui peut durer, comme je l'ai dit, des dizaines de secondes, des minutes, il y aura des LLM qui vont évaluer à la volée, et peut-être que vous aurez mis des seuils avec des gates pour gérer tout ça. Et donc, introduire l'évaluation directement dans la phase de design, ça aussi, c'est une méthodologie qui va pas mal évoluer. Donc, évaluation, premier point. Et deuxième point qui est assez important, c'est quand même la sécurité. Clairement, comme je l'ai dit, on donne plein d'accès à ces agents, donc ça crée plein de possibles failles. Je vous donne un exemple de Langflow qui est quand même à plus de 60 000 étoiles sur GitHub, qui est très utilisé pour des agents de no-code. Il y a une faille critique qui est publiée le 7 avril. 7 avril, très intéressante la faille. C'était que, en gros, on est capable de... Le code qui est envoyé, que l'agent génère, on vérifie pas que la personne est authentifiée pour valider le code. Et parce qu'on disait que pour valider le code, c'est pas grave, on le fait pas tourner, juste on vérifie que ça va. Sauf que dans lorsqu'on le compile, le code qui est dans un décorateur en Python, il est exécuté. Et donc du coup, il était possible d'exécuter du code sans être authentifié. Donc, faille critique. Le problème, c'est que vous voyez qu'un mois après, il y a la CISA, l'agence de sécurité, publie cette vulnérabilité parce qu'elle dit c'est évident qu'il y a plein d'exploitations de cette faille parce que plein de gens exposent des Langflow en ligne. Alors il faut s'authentifier, mais du coup, ils montrent qu'on est capable de gérer d'avoir un problème avec cette faille. Je crois que la semaine dernière, il y a également eu une faille de cette même idée. Alors pas à ce niveau-là, mais de cette facilité d'accès à du contenu sur des projets RAG, pour notamment ceux qui ont utilisé du Copilot de Microsoft, parce qu'on donne accès à trop de contenu. Donc il faut faire attention à tout ça.
Et enfin maintenant, bon, si on est conscient du pouvoir de ces agents, alors on prépare l'architecture. Et on va parler d'agentic architecture. Alors, je ne vais pas parler de ce qu'on va appeler des systèmes multi-agents. C'est quelque chose de très important. Je vous ai mis, il y a 2 articles là, sur Anthropic et sur LangChain qui sont sortis dans la semaine que je trouve très intéressants. C'est pour vous montrer que ça bouge énormément, que ça évolue très vite. Et donc c'est un sujet qui est central et qui va l'être. Mais c'est pas ma priorité ici. Lorsque je vous parle d'architecture, c'est l'idée de comment ça va impacter notre système d'information. Jusqu'à présent, vous avez votre catalogue de services qui, on peut dire jusqu'à présent, expose vos applications via on peut dire expose via du MCP server, hein, on peut tout à fait le faire comme ça. Comme je l'ai dit, on introduit maintenant un nouvel interlocuteur, c'est les agents. On introduit les agents, il y aura toujours l'humain. Lorsque vous allez faire une interaction avec votre agent, il va faire appel à quelques MCP serveurs et puis donc et quelques outils. Donc on a ce lien-là, comme je l'ai évoqué, il peut y avoir des interactions multi-agents. Puis vous pouvez interagir directement avec ces agents. Donc rapidement, on se retrouve avec un beau sac de nœuds. Et donc c'est pour ça qu'a émergé des protocoles. Donc on a évoqué celui de MCP Server, donc comment j'expose les applications, les outils, etc. à mes agents. Maintenant, il y a comment les agents discutent entre eux. Alors il y a un protocole A2A qui a émergé, solution de Google. C'est pas obligatoirement celui qui va dominer. En tout cas, il y en a certains qui évoquent, c'est tout à fait possible d'exposer un agent en mode MCP Server. Donc du coup, un agent pourrait discuter avec un MCP Server qui est en fait un agent. Donc du coup, ça permettrait la discussion multi-agent. Et dernier point, ça va être la discussion entre les agents, l'humain, et les agents. Donc on parle des fois d'interface humain-agent. Jusqu'à présent, on utilisait plutôt un chat, où on va discuter avec ces agents. Il y a LangChain qui avait proposé il y a quelques mois l'idée de, en fait, il va falloir plutôt créer des mails. Agent Inbox est un très bon exemple pour ça. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est, en fait, vous allez discuter pas avec, on va vous envoyer des mails, mais c'est des agents qui vont vous envoyer des mails. Bref, ça bouge. Je me suis permis de mettre une petite partie ici, parce qu'il y a souvent cette phrase qui dit que les agents vont tuer le SaaS. Alors c'est possible, bon, pas si clair, mais l'idée, c'est effectivement, c'est que si vous voulez ajouter quelqu'un dans votre CRM, etc., si vous demandez à votre agent qui ajoute directement, vous n'avez peut-être plus besoin de cet IHM que vous utilisez jusqu'à présent. Donc il y a cette idée que ça peut disparaître dans le temps, parce qu'on passerait tout par les agents qui feraient la complexité derrière. Donc, pour conclure, rapidement, ce qu'on a vu, c'est qu'on on a ajouté de plus en plus d'agentivité. C'est presque été transparent pour nous, mais on a commencé à utiliser des workflows, etc. Et de plus en plus, on voit les agents arriver. C'est encore que les débuts, on voit que c'est quand même assez stable pour les workflows plutôt. Maintenant, comme j'ai dit, il va falloir se dire quand est-ce que je mets autant d'agentivité. Je vous ai mis ce tableau inspiré d'Anthropic. Il faut que je regarde la complexité, la valeur, la faisabilité technique et le coût de l'erreur, que je vais mettre à jour au fur et à mesure des évolutions de puissance et de coût de ces différents modèles. Et enfin, sur comment j'y vais, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est la construction de ce socle. C'est se poser la question de est-ce que les composants des agents, le modèle, l'orchestration et les outils sont activables. Et pour avoir cette confiance, et du coup pour y aller, il faut avoir confiance d'un point de vue qualité. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une évaluation, une bonne évaluation, bien construite, et surtout se préparer sur les sujets de sécurité, parce qu'on leur donne accès à plein d'outils, donc être confiant dans la maîtrise de cette sécurité. Et du coup, je vous remercie pour m'avoir écouté sur ces agents.